Le scandale de la démocratie. Alors oui, le titre est un peu provocateur, un peu choc, c'est vrai, mais en fait c'est tout à fait volontaire. On va voir ensemble pourquoi cette idée, la véritable idée de la démocratie, a toujours été et reste peut-être profondément scandaleuse. Voilà la question qui va nous servir de fil rouge. On va essayer de la prendre au sérieux. Et si on mettait de côté, juste un instant, la définition qu'on apprend à l'école? Oublions les parlements, les élections, pour se concentrer sur l'idée philosophique, presque subversive, qui se cache derrière ce mot qu'on croit tous connaître. Démocratie. Bon, alors, allons-y. Commençons par le cœur du réacteur, si on veut. Avant d'être une série de lois ou d'institutions, la démocratie, c'est une réponse. Et une réponse radicale à une question toute simple en apparence. Qui doit gouverner? Qui a le droit de commander? Et ça, c'est une perspective qui change tout. Le philosophe Jean Baeschler nous dit que, finalement, la démocratie n'est pas une invention compliquée et tardive de l'histoire. Non, ce serait en quelque sorte notre réglage par défaut, le mode d'organisation le plus logique pour des êtres comme nous, capables de liberté mais aussi de conflits terribles. La démocratie serait donc la solution, pour ainsi dire, naturelle à notre propre nature. Et voilà, on y est, le fameux scandale. Cette phrase de Jacques Rancière, elle est au cœur de tout. La démocratie, la vraie, elle ne repose pas sur la compétence des meilleurs, ni sur la richesse des plus fortunés, ni sur le sang des nobles. Non. Elle repose sur rien. Sur une absence. L'absence de titre. Ça veut dire quoi? Que le pouvoir n'appartient à personne en particulier, et donc il appartient potentiellement à n'importe qui. C'est le pouvoir de ceux qui n'ont, justement, aucune qualification pour l'avoir. Pour bien saisir à quel point cette idée est folle, il faut faire un petit voyage dans le temps, en Grèce antique. C'est le philosophe Cornelius Castoriadis qui nous rappelle ce concept essentiel, logon didonei. Ça veut dire l'obligation de rendre raison. En gros, tout doit pouvoir être justifié par la parole, par des arguments. C'est la naissance de la philo et de la démocratie, qui sont en fait deux sœurs jumelles. Le pouvoir n'est plus un ordre qui tombe du ciel, il doit s'expliquer, se justifier publiquement. Tout peut être questionné. Bon, assez de philosophie pour l'instant, passons à l'histoire. Comment est-ce que cette idée un peu folle, un peu scandaleuse, a bien pu prendre forme concrètement? On va se pencher sur le premier grand laboratoire politique de l'humanité, Athènes. La démocratie à Athènes, ça ne s'est pas fait en un jour, hein. Attention, c'est une construction lente, progressive. Ça commence avec Dracon qui dit « La justice, maintenant, c'est l'affaire de la cité, plus des familles ». Ensuite, Solon libère les citoyens de l'esclavage pour dette, un énorme pas en avant. Puis Clisthène, lui, il brise les vieilles loyautés familiales en réorganisant tout le monde par lieu de vie. C'est ça, l'isonomia, l'égalité devant la loi. Et la touche finale, c'est Périclès qui instaure une indemnité, le mistos, pour que même les plus pauvres puissent participer à la politique sans mourir de faim. Et voilà comment ça marchait en pratique. Cette structure, elle incarne vraiment cette idée du pouvoir à n'importe qui. L'ecclésia, bien sûr, c'est l'assemblée de tous les citoyens, le pouvoir suprême. Mais regardez la Boulée et l'ailier, le conseil qui prépare les lois et le tribunal. Leurs membres étaient tirés au sort, pas élus, tirés au sort. C'est la preuve ultime que pour les Athéniens, n'importe quel citoyen était jugé apte à gouverner ou à rendre la justice. Le hasard, c'était l'outil démocratique par excellence. Mais, et il y a un mais, cette idée si radicale, elle est aussi incroyablement fragile. Et le plus grand danger, il ne vient pas forcément de l'extérieur, des ennemis. Il vient parfois de l'intérieur, d'une certaine façon de penser qui peut, petit à petit, l'étouffer. C'est là que l'analyse de Castoriadis devient vraiment passionnante. Il nous dit que toute notre pensée occidentale est dominée par une logique qu'il appelle ensembliste identitaire. Un nom un peu barbare, mais l'idée est simple. C'est une logique qui veut tout ranger dans des cases bien définies. Tout doit être clair, net, déterminé. Être, c'est être déterminé. Le problème, c'est que cette logique est super efficace pour organiser ce qui existe déjà. Mais elle est complètement aveugle à la nouveauté, à la création pure, à ce qui surgit de nulle part. Or, la démocratie, qu'est-ce que c'est sinon une création? C'est la société qui s'invente elle-même. C'est un processus imprévisible. Castoriadis utilise cette image géniale du magma pour décrire cette réalité sociale bouillonnante, créative, jamais vraiment figée. Et le rationalisme à la dure, en voulant tout contrôler, tout définir, eh bien il finit par tuer dans l'œuf cette énergie créatrice qui est pourtant le cœur battant de la politique et de la démocratie. Alors, que se passe-t-il quand la démocratie disparaît de la scène politique officielle? Eh bien, son idéal, lui, il survit. Il se cache. Au siècle des Lumières, par exemple, on le retrouve dans des endroits un peu secrets, comme les loges maçonniques. C'était des espaces où, loin du pouvoir du roi, on pouvait pratiquer une forme d'égalité, débattre librement et maintenir en vie cette petite flamme démocratique face à un monde qui l'a rejeté complètement. Allez, on fait un grand saut jusqu'à aujourd'hui. Comment tout cet héritage, toute cette critique, résonne à notre époque.
dans nos sociétés qui se disent justement démocratiques. Jacques Rancière, encore lui, a écrit un livre au titre choc, La haine de la démocratie. Son idée est puissante. Il dit que tous les discours qu'on entend sur les dangers de la démocratie, sur l'individualisme roi, etc., ne sont en fait qu'un écran de fumée. La vraie cible, ce n'est pas notre système de gouvernement, c'est la politique elle-même. La vraie politique, celle qui vient tout bousculer. Pour bien suivre Rancière, il faut redéfinir un mot-clé, oligarchie. Attention, ce n'est pas juste le gouvernement des riches, c'est bien plus large. C'est tout système qui part du principe que certaines personnes ont un titre, une raison légitime de gouverner les autres. La naissance, le savoir, l'argent, peu importe. L'oligarchie, c'est donc l'exact opposé du scandale démocratique, du n'importe qui. Et là, on arrive au cœur de sa pensée. Rancière fait une distinction capitale entre la politique et ce qu'il nomme la police. La police, et ça n'a rien à voir avec les forces de l'ordre, c'est l'ordre normal, la gestion administrative des choses par les experts, les élites. Le but, c'est que tout roule, sans vague. La police, avec un grand P, c'est tout le contraire. C'est l'événement rare, la rupture. C'est le moment où ceux qu'on ne voit jamais, qu'on n'entend jamais, font irruption et disent « nous aussi on existe, on est égaux ». La vraie politique, pour lui, est toujours un acte démocratique. Et ça nous mène à une conclusion assez vertigineuse. Pour Rancière, notre système représentatif, celui des élections, ce n'est pas une version moderne de la démocratie. C'est, par nature, une forme d'oligarchie. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on choisit une petite minorité de gens qui reçoivent un titre, celui d'élu, pour gouverner à la place de tous les autres. C'est en quelque sorte la confiscation du pouvoir de n'importe qui. Alors, qu'est-ce qui nous reste au final ? Si nos régimes ne sont pas vraiment des démocraties au sens pur, où est-ce qu'on peut la trouver ? La réponse, c'est qu'elle n'est peut-être pas un état de fait, un régime stable, mais plutôt une action, un mouvement. La démocratie, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit ou un héritage qu'on conserve. C'est l'acte de prendre la parole quand on ne nous la donne pas, de contester la logique des experts, de rappeler que la chose publique, c'est l'affaire de tout le monde. C'est une pratique, une lutte de tous les instants contre la tendance naturelle de tout pouvoir à devenir une simple gestion par une minorité. On pourrait dire que nos sociétés vivent dans une tension permanente. D'un côté, il y a la logique de l'État oligarchique, qui veut administrer, gérer, calmer le jeu. Et de l'autre, il y a les sursauts de l'action démocratique qui viennent perturber, questionner, ouvrir le débat. Toute notre vie politique, en fait, se joue dans cet équilibre toujours instable entre les deux. Finalement, toute cette réflexion nous laisse avec une question fondamentale. Peut-être que le vrai scandale de la démocratie, ce n'est pas qu'elle donne le pouvoir à n'importe qui. C'est peut-être qu'elle exige de chacune et de chacun de ne jamais arrêter de se battre pour le prendre. Un système dont on hérite ou un combat qu'il faut sans cesse rejoindre. La question, évidemment, reste ouverte.